Merci à toutes et à tous d'être là. C'est un grand réconfort pour moi d'être en présence de mes jeunes compatriotes qui allaient devoir faire face à ce que je vais décrire. Alors vous pourrez trouver ça un peu sombre, moi aussi. Quand je vous vois, ça me rend joyeux. Il va falloir trouver la solution. Naturellement, pour terminer par rapport à votre présentation, j'ai changé ma place dans le dispositif de combat, mais je suis au combat. Le combat, pour moi, n'est pas un accessoire de mon existence. J'ai la chance d'avoir pu en faire le point d'appui essentiel, et ce qui m'habite aujourd'hui est la même chose qui m'habitait à votre âge. Je ne cesserai donc jamais cette forme d'engagement qui a aussi une dimension philosophique de construction de soi. Pour moi, l'action politique est aussi un acte de construction de soi, autant que de tentative de reconstruction du monde dans lequel nous vivons. Alors je viens tout de suite, pour pas que ça s'allonge, au propos de mon livre, et plus exactement à la présentation du raisonnement à l'intérieur qu'il vous propose. Je sais très bien que dans cette salle, tout le monde n'est pas de mon avis. Je sais qu'il y a des garçons et des filles qui sont de mon bord, en gros. Je leur recommande une écoute critique de mon propos. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas du tout de mon avis. Et j'espère que ma présence aujourd'hui leur enseignera le respect qui est dû à mon camp intellectuel, et que j'aurais pu faire devant vous la démonstration du fait que nous ne sommes pas des animaux, ni des imprévoyants jaloux des riches, ni seulement des utopistes qui rêvent d'un monde meilleur, mais des gens qui construisent des raisonnements. Alors, le livre commence par une citation de Garcia Marquez. Et il m'amène tout de suite à cette idée que les mots sont d'un usage un peu périlleux en ce moment, pour décrire les choses. Et ceci pour deux raisons. D'abord parce que les mots ont été corrompus. Le mot gauche, aujourd'hui, désigne pour beaucoup d'entre vous le gouvernement de M. Hollande et de M. Valls. Et ma conviction, et c'est pas que moi, c'est que naturellement ceci n'a strictement rien à voir avec la gauche. Puisque en définitive, la politique qu'ils appliquent est faite sur les fondamentaux qui sont ceux de la droite, jusqu'à présent. Ce n'est pas que je veuille par là disqualifier la droite, je veux par là disqualifier ceux qui se disent de gauche, mais font une politique de droite et par conséquent rendent impossible l'usage des mots qui permettent de penser le réel. Nous ne pouvons pas penser en dehors des mots. Platon disait que la corruption des mots commençait la corruption de la cité. Mais d'un autre côté, les mots aussi sont en but à une autre difficulté. C'est que les choses qu'ils désignent ne sont plus celles que d'habitude on désignait avec ces vocables. C'est pourquoi j'ai pris la citation du début de 100 ans de solitude. Le colonel Aureliano Buendia va être fusillé et il se rappelle du temps où il arrivait dans le Nouveau Monde et où le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom. Et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Mon exposé va montrer du doigt un certain nombre de choses que je vais nommer avec des mots qui ne sont pas forcément adaptés à ce qu'ils décrivent. Ce que raconte mon livre, c'est la mise au pied du mur de la civilisation humaine par trois grandes bifurcations, et il raconte une proposition de sortie par le haut que je nomme l'écosocialisme. J'ai préféré le mot bifurcation au mot crise, car le mot crise laisse entendre que c'est un dérèglement provisoire d'un système qui pour le reste reviendrait à son état pérenne pour peu qu'on répare les endroits où les fuites s'opèrent en quelque sorte. Jamais plus le monde ne sera ce qu'il a été pour vos parents et un peu pour vous. En tout cas, tel que vous avez été instruits, comme tout le monde l'est, parce que le monde nous préexiste quand nous naissons, et que notre manière de nous y intégrer, c'est d'en apprendre les us et coutumes par les mots qui le représentent. Ainsi, nous sommes à chaque génération à la fois un peuple nouveau, mais un peuple très vieux, puisque nous héritons des mots et des représentations symboliques du monde ancien, alors que nous affrontons quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de crise, plus jamais le monde ne sera comme nous l'avons connu, mais d'une manière inouïe. Ce n'est pas la nouveauté qui est nouvelle. La nouveauté a toujours existé. Je vous l'ai dit à l'instant, chaque génération est un peuple nouveau.
Ce qui est nouveau, c'est la nouveauté de la nouveauté. C'est-à-dire le changement soudain, irréversible, d'une manière spectaculaire, des fondamentaux de l'action humaine. J'appelle donc ceci bifurcation. Je ne suis pas scientifique aussi avancé qu'un certain nombre d'entre vous pour le définir avec assez de précision. Et d'ailleurs, est-ce que je définirais si j'utilisais le vocabulaire scientifique qu'une partie d'entre vous ne comprend pas toujours mieux que moi? Une bifurcation, c'est lorsqu'un système, avec ses paramètres, connaît une variation peut-être infime sur un seul de ces paramètres. Et alors, comme tous les systèmes dynamiques, sa trajectoire est radicalement modifiée. S'il fallait donner une image grossière et presque rustique de ce qu'est une bifurcation, je prendrais l'image de quelqu'un qui est dans une voiture, la conduit sur une route toute droite, et voici que s'introduit à l'intérieur de la voiture, dont tous les paramètres sont connus, la présence de l'homme, le volant, de l'être humain, j'aurais dû dire, c'est pas forcément un homme qui conduit, les 4 roues du moteur, une guêpe et la guêpe pique. Celui qui conduit. Il y aura là vraisemblablement une modification de trajectoire. Pourtant, l'essentiel des paramètres sont tous les mêmes. La route, la vitesse, le véhicule, etc. etc. Ces 3 bifurcations, voici le moment de les présenter. Je commence par ce qui est le plus simple, en tout cas pour des étudiants en sciences politiques. L'ordre géopolitique du monde. La géopolitique commande la politique, et la politique commande l'économie, non l'inverse. La géopolitique, c'est le rapport des forces entre les puissances, et donc leur capacité différente à échanger, à s'approprier, à dominer le monde. Jusqu'à présent, la base de la géopolitique, c'était le niveau de l'économie réelle comparée de chacun des pays. Ce qu'ils produisaient réellement, et cette production leur donnait une puissance qui leur permettait de s'imposer les uns aux autres. Avec le système capitaliste, cette production et ces échanges sont entrés dans une série de contradictions qui amènent à intervalles réguliers des crises de surproduction, c'est-à-dire que la base de la consommation a été réduite tandis que celle de la production a sans cesse augmenté. Et ces crises de surproduction produisent des crises. Le système capitaliste a toujours été un système instable, contrairement à ce qu'on nous dit. Et le nombre des crises du système capitaliste s'accroît à mesure que le temps passe depuis les débuts ou la fin ou le milieu du 19e siècle où le système capitaliste s'impose comme le modèle qui développe le plus les forces productives dont l'humanité est capable. Le nombre des crises a augmenté. Mais des bifurcations, là aussi, se sont produites sans qu'on les voie. D'une crise à l'autre, des guerres sont venues ponctuer l'incapacité à trouver des sorties par le haut à ces crises du capitalisme. Ce sont 2 guerres mondiales. Mais après chacune d'entre elles, les bases, les fondamentaux de ces crises se sont élargis. C'est-à-dire que le marché s'est réduit. Après la guerre de 14, c'est le passage de la Russie sous un régime où l'accumulation capitaliste cesse. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est encore pire, le tiers de l'humanité échappe à l'accumulation. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un accord s'établit, qui n'est pas du tout un accord diplomatique charmant, c'est un accord violent, brutal, au terme duquel les États-Unis d'Amérique deviennent en quelque sorte l'emprunteur final et celui qui bat monnaie pour tous les autres. C'est-à-dire que toutes les monnaies peuvent s'échanger en dollars, puisqu'on fera toutes les transactions internationales en dollars, et le dollar, lui, est réputé aussi bon que l'or, puisqu'il correspond à une quantité d'or qui sera donnée pour chaque dollar. Un cours officiel est choisi. Bientôt, on s'aperçoit que ce cours officiel ne correspond pas au cours officieux qui, lui, évalue plus justement la quantité de marchandises par rapport à la quantité de monnaie. Mais les États-Unis d'Amérique ont un avantage énorme, c'est eux qui tiennent la planche à billets. Immédiatement, ils en abusent. Très vite, on s'aperçoit que le cours officiel de l'art or ne correspond pas, je viens de dire, au cours officieux. Et les États-Unis font tourner à plein régime la planche à billets. Cette planche à billets leur permet, en quelque sorte, de n'avoir jamais à vérifier quel est le rapport entre ce qu'ils produisent et la quantité de monnaie qu'ils mettent en circulation. Cette équivalence se déséquilibre brutalement, mais ça ne se voit pas puisque tout le monde échange en dollars. Le résultat, c'est que se forme une fantastique bulle à l'intérieur de laquelle vont se former des sous-bulles de spéculation, jusqu'au point où nous arrivons au résultat que nous connaissons aujourd'hui, que je vous montre sur ce graphique, qui est exclusivement destiné à vous montrer la disproportion. Voici les échanges réels.
Voici les échanges de marchandises réelles, de l'économie réelle. Voici ce qui représente la masse des transactions financières dans le monde. Regardez le décalage. Il est gigantesque. Je vais vous donner des chiffres pour que vous le compreniez. Mais avant ça, il faut que je vous parle d'une date anniversaire. Stop, ça m'arrive. Merci. La date anniversaire, c'est le moment où la masse de dollars qui est mise en circulation correspond si peu à quelque valeur matérielle que ce soit, et en tout cas, les États-Unis d'Amérique sont hors d'état d'en fournir la contrepartie en or, que ce jour-là, on décide que le dollar n'a plus de rapport, ne sera plus échangé contre de l'or. C'est-à-dire qu'il vaut ce que vous voulez bien croire qu'il vaut dans les échanges internationaux. Cette date, c'est le 15 août 1971. C'est une date fondamentale de l'histoire de notre civilisation. À partir de ce moment, le signe monétaire vit sa vie en dehors de toute réalité matérielle, et ça donne le résultat que je vous ai montré. Cette disproportion-là. Ceci est virtuel. Ceci n'existe pas, ne correspond à aucune valeur matérielle, tourne sur lui-même. Des profits considérables se réalisent ici, du 10, du 15, du 20, du 30% de taux de profit. Mais ici, les anciennes valeurs, c'était du 4, du 5% de taux de profit. De temps à autre, une flèche sort et vient dans l'économie réelle. C'est un investissement dans une entreprise, dans une autre. C'est un fonds de pension qui est intervenu. Et pendant le temps où il y est, il va asphyxier l'économie réelle. Il va demander, lui aussi, du 10, du 12, du 13, comme les taux de profit se réalisent ici. Si bien que ceci est un parasite sur le monde réel. Et à tout moment, ceci peut exploser. Et si ceci explose, comme ce sont les mêmes signes monétaires que ceux qui sont là, ceci explose aussi. L'effondrement du dollar est la menace numéro 1 sur l'ordre géopolitique mondial. Tant que le dollar est la monnaie de la puissance économique dominante, sa valeur est garantie par le fait, de surcroît, que les États-Unis d'Amérique sont en tête. Depuis qu'ils n'y sont plus, il est garanti par le fait que vous pensez qu'ils se défendront par tous les moyens et qu'ils défendront leur suprématie. Ils le réalisent par la présence de 600 000 hommes de troupes dans 700 bases sur les 5 continents. Mais cet ordre est menacé de l'intérieur. Autrefois, les États-Unis d'Amérique étaient le sommet de la pyramide. Mais cette pyramide s'est déformée. Un deuxième sommet est apparu. 25% du PIB mondial, l'Union européenne. Un troisième sommet est apparu. L'Union européenne avec une monnaie unique. Un troisième sommet est apparu. Notamment depuis cet été. Ça s'appelle les BRICS. Brésil, Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud. Ceci représente 48% de la richesse du monde. Et alors là, on va le voir sur un petit... Voici les États-Unis, voici l'Union européenne, voici les BRICS, voici un ancien géant. Voici le reste du monde. Ici, on continue à commercer en dollars. Mais vous voyez que c'est loin d'être la bulle de tout à l'heure. Ces gens-là commercent entre eux en euros. Ceux-là viennent de décider cet été, et en cela c'est un fait radicalement nouveau, viennent de décider cet été qu'ils commercent entre eux dans leur monnaie nationale. Et ils ont décidé de former une banque mondiale et un fonds monétaire international garanti par leurs avoirs. C'est-à-dire que l'outil numéro 1 de la puissance nord-américaine, le FMI et la Banque mondiale, sont contrebattus par cette puissance-ci. Ce monde sera dans quelques mois réellement multipolaire. Sera-t-il pour autant plus sûr? Certainement pas. Autrement dit, hier le problème c'était la domination des États-Unis d'Amérique. Demain le problème qui va venir c'est la fin de la domination des États-Unis d'Amérique. De la bulle, je ne vous ai pas donné tous les chiffres que j'aurais dû vous donner. Vous avez vu le dessin. Mais le dessin, c'est une chose. Maintenant, juste quelques chiffres. Nixon décide le 15 août 1970 qu'on ne peut plus échanger de dollars contre de l'or, une valeur matérielle. En 1970, c'est 20 milliards de dollars par jour d'échange dans le monde. 20 ans plus tard, c'est 1500 milliards de dollars par jour. En 2010, c'est 4000 milliards de dollars par jour. 100 fois les échanges réels.
Je vous fais grâce de tous les produits dérivés. Ce serait monstrueux si on devait les représenter dans la valeur totale. Juste les valeurs boursières. C'est une idée comme une autre. Que valent les actions du total des entreprises qui ont des actions en bourse? 1400 milliards en 1975, 17 000 milliards en 1995, 63 000 milliards de dollars juste avant la crise de 2008. Vous voyez que ces actions répondant à la loi de l'offre et de la demande, d'une certaine manière, des sommes pareilles sont aussi une manière d'inflation visible. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, la production réelle de biens et de services ne s'est accrue que de 3,5 fois. Donc tout ceci, c'est une bulle. C'est le monde de la bulle qui va finir. Et le monde de la bulle finit parce que le rapport de force entre les puissances est modifié. Et comme les États-Unis d'Amérique se sont défendus bec et ongles contre la réduction de leur influence, ils ont poussé les autres à réagir. Les BRICS n'avaient pas l'intention de se coordonner de cette manière jusqu'à ce qu'ils aient été menacés par les activités de la Banque fédérale nord-américaine qui a déstabilisé leurs économies. La Russie n'avait pas l'intention d'aller aussi loin, sauf qu'elle a fait l'objet de sanctions économiques, etc., etc. Peu importe, le fait qui reste est celui-là. L'ordre géopolitique du monde va s'effondrer. Et par conséquent, chacun des protagonistes va avoir à choisir sur la manière de sortir de cette situation. Les méthodes classiques pour sortir des crises, c'est la guerre. La guerre fait partie des hypothèses dont la probabilité augmente. On va voir dans un instant pourquoi peut-être davantage encore qu'on le croyait. Le changement de l'ordre géopolitique met à l'ordre du jour son effondrement. Dans mon livre, j'évoque les alternatives, notamment pour notre pays. L'idée que nous n'avons rien à faire dans le char de guerre des États-Unis d'Amérique. Que ce n'est pas par le bout de la violence que nous devons prendre les problèmes. Et qu'eux sont voués, du fait de leur situation particulière, à ne rien pouvoir vouloir d'autre que la violence. Qu'ils sont sans cesse maintenant devoir obligés de recourir à des méthodes absolument inouïes, par exemple, pour maintenir le cours du pétrole le plus haut possible, c'est-à-dire avec des productions dont on contient l'étendue. Parce que si le cours du pétrole venait à baisser trop, alors l'extraction du gaz de schiste et du pétrole de schiste n'est plus rentable. Or, cette ressource est aujourd'hui la ressource énergétique numéro 1 des États-Unis d'Amérique. À partir de là, vous comprenez mieux pourquoi ils bombardent les champs de pétrole en Irak. Parce que c'est autant de mois. Alors on vous dit, c'est le trésor de guerre des islamistes, qui sont vrai, qu'ils bombardent. Pas seulement. Ils maintiennent aussi des cours. Mais je ne prends que cet exemple. Je ne veux pas m'étendre, sinon ça serait tout l'exposé. Il y a de quoi en faire un spécialement sur cette question de l'ordre géopolitique. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la dynamique interne à cette forme, à cette nouvel âge du capitalisme. Le capitalisme n'est pas une ahistorique. Suivant les périodes, il change de forme, de contenu, de méthode. Avec cette constitution particulière que je viens de vous montrer, on aperçoit pourquoi sans cesse il faudra... Non, c'était la précédente. Voilà. Sans cesse, la logique de l'accumulation prend des proportions. Le code génétique accumulatif du capitalisme va prendre des proportions constantes, absolument folles, et animer tout son moteur interne. Si bien que sans cesse, l'arbitrage que faisait classiquement le capitalisme entre l'investissement et le dividende change. Avant, il fallait sans cesse bouleverser la base productive pour être certain de pouvoir s'assurer un avantage comparatif par rapport aux concurrents. Cette contradiction a été 1000 fois décrite. Mais maintenant, ce n'est plus vraiment la question. La question, c'est la constitution du monopole, l'accélération du processus d'accumulation, et ça aboutit à des folies comme celles que nous avons sous les yeux. L'année dernière, il s'est distribué plus de dividendes en France qu'il n'a été investi dans la production réelle. Et quand on interroge les patrons du CAC 40, ils répondent « nous ne savons pas ce que va devenir le marché ». Fort bien, mais qui peut le savoir? Le coiffeur du coin? Le kebab du coin? Bien sûr que non. Forcément, les 40 premières entreprises, c'est elles qui créent la tendance. Eh bien, l'année dernière, il s'est encore distribué davantage de dividendes qu'il n'a été investi d'argent dans la production réelle. Et c'est vrai comme ça dans toute l'Europe. Spirale dépressive. Ça tombe très mal. Ça tombe très très mal. Pas seulement parce que des millions de gens vont souffrir. Les gens ont l'habitude de souffrir. Comme disait Léon Trotsky, si c'était la misère qui déclenchait la révolution, le monde serait en révolution tout le temps.
Non, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que pendant que se fait cette forme d'accumulation, les moyens qu'elle contient ne sont pas affectés à l'endroit où ils devraient se trouver. C'est-à-dire aux milliards d'investissements qu'il faut faire pour faire bifurquer le mode de production. Pour faire face, bifurcation numéro 2, au changement qui affecte de l'intérieur le seul écosystème compatible avec la vie humaine, celui dans lequel nous vivons. Mais hélas, c'est déjà trop tard. Jusqu'à il y a encore 5 ou 10 ans, on pouvait espérer inverser la tendance. C'est-à-dire prendre les mesures de changement des méthodes de production, des énergies utilisées, telles que l'effet de serre soit, sa dégradation soit ralentie et peut-être inversée. Trop tard. Le changement climatique est commencé. Les météorologues ont expliqué cet été que la situation était dorénavant, semble-t-il, irréversible. Que produira-t-elle? Pas un changement linéaire. Il n'y a pas de changement linéaire dans les phénomènes physiques de cette nature. C'est-à-dire que pour 1 degré de réchauffement de la planète, du fait des effets de gaz de serre, pour 1 degré, c'est 7% d'évaporation supplémentaire. Pour 2 degrés, 14%. C'est-à-dire des masses de flotte qui s'enlèvent de l'essentiel de ce que constitue la planète, de l'eau, qui partent dans le ciel, d'où elles retombent fatalement. À certains endroits plutôt qu'à d'autres, où il n'y en a pas. On combine donc des sécheresses extrêmes avec des pics climatiques inconnus jusque-là, des dérèglements, car personne ne sait à quoi correspond un tel modèle, et avec des pluies torrentielles ailleurs. Là aussi, je vais être obligé de faire court, d'abord parce que je ne veux pas vous effrayer, en vous décrivant le détail de ce que ça donne la fonte des glaciers, ça fait augmenter la flotte pèse sur le fond de la mer, sur le fond de la mer, il y a des parties qui sont complètement gelées, du fait de la masse qui s'exerce dessus, le fond de la mer gelé remonte à la surface, ça donne des glaçons pleins de méthane. Comme ces glaçons fondent, le méthane se libère dans l'air et augmente l'effet de serre. Donc vous n'avez pas un effet linéaire de l'effet de serre, mais des effets stachaustiques comme ça, avec des paliers. On se plaignait du permafrost, bonjour les glaçons des eaux profondes. Que faut-il faire? Il y en a qui ont trouvé la réponse. Ramasser les glaçons pour exploiter le méthane qui se trouve dedans. Et bien voilà. En tout cas, le niveau de la mer va monter. On peut dire tout ce qu'on veut sur la gravité du phénomène ou pas, mais le niveau de la mer va monter. Alors, chacun a sa couée les petits. Non mais je plaisante à peine, figurez-vous qu'il y a une ville d'Inde, j'ai oublié son nom mais c'est dans le bouquin, où eux ils ont droit à une inondation tous les 3 mois maintenant, ils sont mal placés. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors ils ont adhéré à une ligue des villes qui sont inondées. On leur donne des sous. Qui donne les sous? Waouh, la fondation Rockefeller. Malin, non? C'est eux qui provoquent le truc et après ils viennent réparer. Et alors la commune a décidé une chose, ils pointent dans la ville, je vous jure que c'est pas une blague, hein, c'est une histoire réelle. C'est une ville de 4,5 millions d'habitants. Ils font le tour pour savoir qui ne sait pas nager. Et ils organisent des cours pour apprendre à nager, parce que comme vous êtes inondés tous les 3 mois, vous mieux savoir nager. Donc la mer va monter. Et maintenant, accrochez-vous. Quel est le problème? C'est pas que la mer monte, elle a déjà monté dans le passé, elle monte, elle descend. D'une ampleur pareille, non. Si vous prenez l'exemple du tsunami au Japon, ben le problème, c'est pas le tsunami. Il y a toujours eu des tremblements de terre sous la mer, il y a toujours eu des vagues. Bon, là, c'était une belle vague. Les vagues exceptionnelles, avant, c'était 20 mètres. Depuis le changement climatique, les vagues exceptionnelles courantes, c'est 40 mètres. Vous vous rendez compte de c'est une vague de 40 mètres? C'est un immeuble de 15 étages qui s'avance vers vous. Bonjour les cauchemars. La mer monte. Elle monte d'1 mètre. Je vais vous montrer la différence avec une seconde. Le tsunami japonais. La différence entre un tsunami avant et après, c'est qu'avant, le tsunami passait sur des cabanes de pêcheurs. Et maintenant, le tsunami passe sur des centrales nucléaires. Pourquoi? On va le voir dans un instant, la 3e bifurcation. Mais ce que vous devez savoir, c'est 75% de l'humanité vit au bord de la mer. Par conséquent, tout ce qui se trouve au bord de la mer est concerné par ce que je suis en train de dire. Ça monte d'1 mètre. Envoyez. Nous voici dans l'estuaire de la Gironde. Ceci est le Blayais. Excellent va.
ici, centrale nucléaire, mauvaise pioche. La mer monte d'un mètre. Ça crâne, hein? Ça, c'est en France, hein, la Gironde, pour ceux qui ne le savent pas. Ça, c'est à même pas 30 bornes de Bordeaux. En 1999, nous avons eu pour la première fois la conjonction de creux de 7 mètres et d'un vent de 140 km/h. Nous devons la vie sauve à une équipe de sécurité qui a compris que ça allait mal tourner parce que l'eau dans la Gironde avait monté, charriait tant de détritus qu'il bouchait les prises d'eau pour refroidir la centrale nucléaire. C'est à eux qu'on doit d'avoir arrêté le système. Sinon, chouf, comme au Japon. Ça, c'est 1 mètre. Vous pouvez vous dire, ça va, on peut encore. 2 mètres. Ah, il n'y a pas 2 mètres, voilà. 2 mètres. Trop tard, on est dans l'eau. C'est avant la fin du siècle. Jeunes gens, trouvez la solution. On ne sait pas démonter les centrales nucléaires. Celles qu'on a commencé à démonter, ça fait 15 ans qu'on y est, on ne sait toujours pas faire. On ne sait pas quoi faire des déchets. Ben, c'est une énergie sûre. Tant qu'il n'y a pas d'eau. S'il y a de l'eau, c'est fini. Ça, c'est le défi qui vous concerne. Voilà pourquoi est tellement importante la question de la réappropriation du temps long. Car le système capitaliste que nous avons vu tout à l'heure, c'est le système du temps court, celui des transactions immédiates, à la nanoseconde. Le temps court domine toutes les formes d'existence. Les entreprises sont soumises à un benchmarking, c'est-à-dire une observation de sa feuille de route tous les 3 mois, pour savoir s'ils sont dans le bon profil de profitabilité. Le temps court domine toutes les décisions. Aucune stratégie de temps long n'est possible avec des objectifs de temps court et une propriété des moyens de production qui est toujours une propriété privée dans lequel les droits du capital sont tous égaux. Le capital est le seul qui a un droit quasi sacré, quelle que soit sa durée d'investissement, à décider pour tout le monde. Pour me faire bien comprendre, si dans une entreprise, un investissement donnait droit à un pouvoir de vote sur la décision qui soit proportionnel à la durée de l'investissement, on aurait une autre situation. Vous venez sans prendre d'engagement, vous avez 0 droit sur la décision. Si vous êtes engagé pour 10 ans, vous avez une voix au chapitre. Mais tant que la décision courte domine, alors on ne peut pas faire face à ça. La réappropriation publique du temps long, c'est ça la planification. Redevenir maître du temps long pour prendre les décisions que nous avons à prendre et les mettre en œuvre. Car on ne pourra pas régler ça du jour au lendemain. Un problème comme celui que je viens de vous montrer, sous sa forme la plus effrayante, j'en suis conscient, mais combien d'autres pourraient être évoqués ici, qui sont moins sensibles, qui ne se laissent pas décrire par un graphique, comme celui-ci. Combien d'autres nécessitent la propriété collective du temps long et la planification. Car bien sûr, cette centrale produit de l'électricité. Il faudrait qu'elle soit remplacée par d'autres sources d'électricité. Il nous faudra du temps pour mettre en place les machines dont nous avons besoin, que ce soit la géothermie profonde, ou que ce soit les machines que nous coulerons en mer, comme les hydroliennes ou autres. Vous comprenez? Il faut du temps pour ça. Il faut décider de l'effort, de la direction dans laquelle va cet effort. Des ingénieurs, femmes et hommes, qu'il faut arriver à former à temps pour qu'ils sachent le faire. Voilà pourquoi j'ai dit que face au déluge, il y a 2 solutions, et à la montée de la mer. Chacun pour soi, ou tous ensemble. Ce sont les questions fondamentales de l'organisation des sociétés humaines. On prend les décisions qui conviennent à la petite minorité ou à tout le monde. Et vous pouvez en tirer des conclusions pour vous-même. Investir dans les sociétés de déménagement et apprendre à nager, ou bien changer de régime politique. Au choix. 3e bifurcation. C'est sans doute la plus importante, c'est pourquoi je termine par elle. Je termine pour cette partie de l'exposé. C'est le nombre. Le nombre des êtres humains. Le nombre change tout pour les êtres humains. Peut-être qu'on peut dire, en reprenant une phrase de Marx, il disait l'histoire est l'histoire d'un lutte de classe. Je comprends ce qu'il veut dire. J'entends bien que cette histoire-là décrit la lutte pour la répartition de la richesse, décrit la dynamique interne des sociétés, les arbitrages qui s'y jouent, la forme sous laquelle s'organise le pouvoir, les rapports de force dans la société.
Mais je crois que très fondamentalement, la dynamique globale de la société humaine et de la civilisation humaine est liée au nombre. Parce que quand il s'agissait de petits groupes errants, qui de temps à autre rencontraient un autre groupe d'êtres humains, c'est une chose. Mais chaque fois que ce groupe errant tombait sur un endroit propice où la cueillette qui nous a occupés pendant des millénaires, était favorable, alors on vivait mieux et les enfants ne mouraient pas dès leur naissance. Et le groupe devenait plus nombreux. Et il fallait trouver des champs de cueillette plus larges, ou de chasse, quand il a fallu se mettre à la chasse. Mais tout ça avait une limite. Si bien que pour lutter contre la précarité et le danger permanent de voir le groupe s'éteindre, eh bien certains ont trouvé l'agriculture. Les autres sont morts. Ceux qui ont trouvé l'agriculture ont survécu. Après, on a trouvé la chasse. Bien, la chasse et la cueillette des animaux qu'on trouve. Et puis, pour lutter contre la précarité, on a trouvé l'élevage. Ceux qui n'ont pas trouvé ça sont morts, et les autres ont continué. Ainsi se faisait une espèce de régulation où la nouveauté se propageait fort lentement, très lentement. Entre le moment où on voit apparaître pour la première fois un pot en fer au Moyen-Orient et le moment où il arrive dans les Landes, parce qu'on l'a retrouvé dans le sable, il s'est écoulé 2800 ans. Aujourd'hui, ça prendrait une demi-heure sur Internet ou Facebook, le temps que vous alliez voir. Hein? Cette propagation qui va être la forme du changement qualitatif qu'a connu l'humanité. Mais d'abord, le changement quantitatif. Ça change tout d'être plus nombreux. Plus on est nombreux, plus un rythme s'introduit à l'intérieur du nombre. Ce que l'histoire montre, c'est que chaque fois que l'humanité double, elle franchit un cap stratégique dans son organisation. Elle double, agriculture, élevage. Elle double, on passe de la pierre au fer. Elle double, etc., etc. C'est une constante. Le rythme du temps n'est pas celui du tour de la planète autour du Soleil, c'est le rythme interne lié au doublement du nombre des êtres humains. J'ai trouvé ça en 1990, j'ai trouvé la confirmation. Attends. J'ai trouvé la confirmation chez un démographe en 1992. Donc je n'ai rien inventé, mais ce qui est sûr, c'est que c'est sûr. Qu'est-ce que ça donne au-delà d'un certain chiffre? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le premier milliard d'êtres humains a été atteint au bout de 200 000 ans. Les uns disant 1800, mes camarades n'ont pas pu vérifier. Moi j'ai écrit 1920, je ne me rappelle plus d'où j'avais le chiffre. 1920 pour le premier milliard. Maintenant, nous sommes 7 milliards. Nous serons tantôt 9 et 11. En 1950, au milieu du siècle précédent, il y avait 2,5 milliards d'êtres humains. Il y en a 7, ça veut dire que ça a triplé. Le nombre des êtres humains a triplé. Forcément, ça a une conséquence sur la manière dont ils sont organisés, ces êtres humains, sur les choses qui se passent parmi eux. Ce qui est nouveau, c'est la nouveauté radicale de cette progression. Regardez là sur un graphique pour vous rendre compte de ça. Vous voyez? Là, on est moins 10 000. Sympa, je n'ai pas fait de coup depuis moins de 100 000. Voilà. Et ça ne donnerait rien. De ça, il n'est jamais question. Quelle est la conséquence sur notre manière d'être des êtres humains que le changement du nombre a produit? Elles sont innombrables, elles sont qualitatives. D'abord, tout à l'heure je vais parler de la cueillette. Je commence par cette image, c'est la plus simple, parce que tout le monde comprend. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une cueillette qui vient de finir, l'année dernière. Pour la première fois l'année dernière, on a élevé plus de poissons qu'on en a cueilli. C'est-à-dire qu'on en a ramassé par la pêche. L'année dernière, il s'est consommé davantage de poissons venus de la pisciculture, qui est une horreur pire que l'élevage hors sol à terre, qu'il ne s'en est ramassé en pleine mer. C'est un bouleversement considérable. Vous, ça ne vous fait rien. Mais si vous aviez dit à vos grands-parents qu'on a élevé des poissons de la mer dans la mer, ça paraissait une idée folle. C'est un changement. D'autres changements sont en l'œuvre, qui modifient la condition humaine elle-même. Plus on est nombreux, plus les techniques pour se reproduire, je parle de la reproduction matérielle, c'est-à-dire la nourriture, le logement, toutes ces choses, plus ces techniques sont sophistiquées parce qu'elles doivent être avancées. On ne peut pas se contenter de prendre 3 branches pour se faire une tente. On ne peut pas se contenter d'aller se mettre dans une grotte.
On ne peut se contenter de rien, il faut tout construire, tout fabriquer. Les techniques sont donc de plus en plus sophistiquées. Pour y accéder, il faut être cultivé. Il n'y a pas d'autre origine au fait que le nombre des êtres humains qui savent lire, écrire et compter a progressé d'une manière aussi inouïe depuis la moitié du siècle précédent. Et que nous voici rendus à une étape où 80% des gens savent lire, écrire et compter. Ah, mais ça reste du monde encore sur le côté. 80 ou 60, je ne sais pas. Edline, tu ne le sais pas? Comment tu ne sais pas tout? Tu as dit de venir, il faut passer les revues. Alors celle-ci, elle est docteur, ça sert bien à quelque chose d'être docteur. Alors, attends, mais je retrouve mon papier, je ne veux pas vous apprendre des choses qui soient fausses. Comment, espérance de vie. Alors c'est où l'alphabétisation? Voilà. 80%, je ne sais pas compris. 56% en 1950. Ça, bon, vous comprenez le rapport qu'il y a. Qui sait lire, écrire et compter peut produire à ce niveau de production, de technicité de la production. Mais surtout, chacun peut s'approprier le passé, et donc le futur, puisqu'on a accès à tout le savoir en même temps. Mais d'autres phénomènes sont aussi extraordinaires. Évidemment, le savoir prend son autonomie à un moment donné, il n'est pas exclusivement utilitariste. Il prend son autonomie. Chacun va creusant sa propre galerie en partant de son point de départ, dans les maths, dans la science, dans la physique, dans la chimie. Et on trouve plein de choses. Résultat, espérance de vie s'accroît. D'une manière qui est inouïe pour nous. Mais nous ne le savons pas parce que nous sommes dedans. En 1950, l'espérance de vie moyenne dans le monde, c'était 47 ans. Encore aujourd'hui, vous avez des pays où l'espérance de vie moyenne, c'est 38 ans. Maintenant, c'est 69 ans. Dans le monde. Ça veut dire que dans notre zone du monde, c'est beaucoup plus que ça. On tutoie les 80 ans. Ça change tout. Car qui vit plus longtemps peut nourrir des projets sur une plus grande durée, et puis il va finir par poser d'autres problèmes à l'humanité que nous sommes en train de toucher du doigt. Celui du grand âge, et donc de ce qui va avec. Les incapacités, les dépendances, et après les problèmes philosophiques, celui de disposer de soi-même. Et du moment où on décide soi-même d'éteindre la lumière ou pas, est-ce qu'on en a le droit? Des problèmes tout à fait nouveaux. Ne croyez pas qu'ils soient si lointains, si étranges, si philosophiques, qu'ils soient retirés de nous. Ça change tout dans la manière de se percevoir soi-même comme être humain. Si vous voulez un autre exemple, voyez l'impact de la contraception. Ce qui était une aptitude biologique cesse d'être un destin social. Et projette les couples dans des questions auxquelles des milliers de couples avant eux, pendant des dizaines de millions d'années, de centaines de milliers d'années, n'ont pas eu à traiter. Le choix de le moment où l'enfant vient. Tout le monde comprend ça. Comprenez alors ce que c'est quand il faudra choisir le moment où on éteint la lumière. C'est une responsabilité de décider d'avoir des enfants. Ça n'en était pas une pendant des générations. Ce sera une responsabilité de décider quand est-ce qu'on arrête. Personne n'a connu ça avant. Ou à titre individuel, ou d'une manière qui ne sera pas du tout la même que celle avec laquelle la question va se présenter. J'ai pris ces exemples parce qu'ils touchent à l'intime, alors de la construction de soi, et donc de la représentation de soi, qui fait que nous ne devons jamais perdre de vue que les êtres humains sont d'abord des êtres de culture. Leur relation aux autres, leur relation à leur relation sociale, leur relation à la question de la distribution des richesses, à toutes les questions transitent par le filtre de la culture, de l'idée qu'on se fait de soi, de sa dignité, même de son individualité. Le fait d'être un individu est une idée nouvelle. Elle résulte du nombre. Aristote a beau dire que la cité crée le citoyen et l'individu, mais jamais comme dans notre époque. Il est impossible d'être autre chose qu'un individu quand on est très nombreux. Pourquoi? Parce que vous êtes un ayant droit de multi-guichets. Bon, alors ceux qui ne comprennent pas, il n'y a qu'à essayer de vous représenter à quel point vous êtes singulier par vos identifiants et vos mots de passe. Non? Vous en avez tous dans plusieurs domaines, vous avez du mal à vous en rappeler. Et vous êtes le seul à être, ou la seule à être, cette combinaison particulière de mots de passe et d'identifiants. Votre singularité, là, vous la ressentez. Personne d'autre, en principe, que vous ne connaît vos identifiants et vos mots de passe. C'est quoi, je parle chinois ou quoi? Vous savez de quoi je parle, non? Bon, c'est une illustration. Plus vous dépendez d'un réseau élargi pour tous les éléments de votre survie, plus vous êtes un individu, puisque vous êtes dans un rapport singulier avec l'ensemble de ces réseaux.
le grand nombre a créé l'individu, l'ultra-individu. Mais il l'a créé d'une manière très particulière. Émergence de l'homo urbanus. Nous vivons tous en ville. C'est un renversement gigantesque de la condition humaine. En 1950, en France, 80% des gens vivaient à la campagne sur un mode paysan, ou liés au mode paysan, et 20% en ville, et au mode de vie urbain. Aujourd'hui, la proportion est ô combien inverse, non seulement en France, en Europe, mais dans le monde. C'est un changement complet. Et quand je dis mode de vie urbain, je ne parle pas du continuum urbain que sont les méga-cités sans fin, jusqu'à l'endroit où vous n'êtes pas en ville. Vous vivez comme si vous étiez en ville. Et vos aspirations sont celles qui correspondent aux prestations de la ville. Et vous exigez un droit et des services qui sont ceux d'habitude rendus en ville. Ceux qui ont été écartés. Parce que le capitalisme s'est inscrit dans une spatialisation de l'espace, qu'il a créé des zones d'accumulation, on va dire Paris et certains quartiers, où le prix du mètre carré n'a aucun rapport avec la valeur d'usage, qui est une pure valeur spéculative. Et dans combien de villes c'est comme ça? Progressivement, les moins payants sont relégués du centre vers la périphérie. Des fois c'est l'inverse, c'est la périphérie qui vaut plus cher que le centre. C'est le cas à Marseille. En tout cas, ils sont relégués. En quoi consiste leur relégation? C'est que l'endroit où ils se trouvent, sans cesser d'être un endroit, un mode de vie urbain, est un endroit où il n'y a pas les prestations qui sont celles de la ville et les services qui sont ceux de la ville, et que c'est en cela que consiste la perception pour soi du fait d'être relégué. Ainsi a-t-on repoussé de Paris vers la banlieue, et de la banlieue vers l'extrême banlieue. Des gens à qui on expliquait qu'avec leur petite maison, ils accompliraient le rêve que chacun aurait, paraît-il, de posséder sa petite maison avec son petit jardin, d'autant que le domaine social, les logements sont mal isolés, bruyants, etc., etc. Et que ces gens partant, croyant accomplir dans leur consommation, par leur consommation, une certaine manière d'être, se sont retrouvés tout d'un coup à devoir, pour aller au travail, prendre le train, mais il n'y en a pas autant qu'on croyait. Et pour y aller, il faut y aller en voiture, et comme ce n'est pas aux mêmes horaires, il faut 2 voitures. Et comme il n'y a pas de crèche, il faut trouver la nounou, et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'une après l'autre, toutes les fonctions essentielles de la vie semblent être mises en cause par la relégation, et par le fait que, tout en étant relégués, les moyens qu'on a d'y paraît n'ont pas augmenté, que le pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Ainsi, vous voyez la combinaison de 3 choses. Bouleversement de l'ordre géopolitique du monde. Passage de la planète à un autre état, que des scientifiques ont appelé l'anthropocène. C'est-à-dire, comme il y a eu le Miocène, le Pléistocène et tous les âges géologiques, pour la première fois, c'est la présence de l'être humain qui modifie la nature du fonctionnement de la planète. Son organisation naturelle, ses cycles de température et de climat. L'humanité passe à l'âge d'Homo urbanus. Je vous ai dit, ces gens habitent tous au bord de l'eau. 75% de la population habite à moins de 100 km d'un rivage. Ainsi, les êtres humains sont au bord. Leur frontière, c'est la mer. Et c'est pourquoi je ne cesse de plaider pour qu'on le comprenne, et qu'on comprenne que ce peut être un atout pour nous, les Français, qui sommes responsables, propriétaires, appelez ça comme vous voulez, du 2e territoire maritime du monde. Et que si nous réussissons une entrée civilisée en mer, c'est-à-dire écologiquement responsable, nous modifierons par l'aval l'amont. À notre manière de nous comporter dans la façon d'entrer en mer, nous commanderons en amont les productions. Prenons un exemple. Pour couler des hydroliennes, il faut des aciers spéciaux. Ces aciers, on les produit dans nos usines sidérurgiques. Si nous cherchons à nous procurer cette nouvelle énergie, alors on sera propre tout le long de la chaîne. On peut produire de l'acier propre aujourd'hui, en tout cas beaucoup plus propre que celui qu'on produit, et ainsi de suite. La mer est donc non seulement un enjeu de puissance, mais elle est un enjeu de mutation de nos méthodes de production. Mais l'entrée en mer est commencée, ce n'est pas du futur. Qu'est-ce qui est entré en mer? L'accumulation, la cupidité, la rapacité. Creuser n'importe où, n'importe comment, là où on pense qu'il y a du pétrole. Et peu importe qu'on ne sache pas vraiment comment on fait pour reboucher le trou, quand par malheur il y a un incident. Et c'est ainsi qu'on se propose
d'aller faire des forages en face de la Terre de Feu, c'est-à-dire un des endroits où la mer est la plus agitée du monde, et faire un trou après avoir traversé 3000 mètres de profondeur de flotte. On se propose de le faire là. Et nous, les Français, nous avons permis qu'on fasse une exploitation de pétrole en face de la Guyane, etc., etc. Elle est commencée à la manière habituelle, à la manière qui prévaut aujourd'hui sur la terre ferme. À ces trois bifurcations, l'écosocialisme, doctrine sommairement présentée à la fin du bouquin, je dis sommairement parce que je n'y ai mis que 4 des 18 thèses que nous avons été un certain nombre à émettre et qui aujourd'hui fait l'objet d'un réseau européen et bientôt mondial d'écosocialistes. Je vais vous résumer, d'abord je vais vous dire pourquoi les doctrines des autres sont mortes. La doctrine libérale est morte parce qu'elle suppose que produire n'importe quoi, n'importe comment, du moment qu'on produit à pas cher, est une dynamique suffisante pour animer la société. Et que pour finir, les êtres humains finiront par trouver les solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. On peut dire, c'est supportable, c'est vrai, aussi longtemps que nous sommes moins nombreux, aussi longtemps que les ressources sont à disposition. Mais ce n'est plus vrai du tout quand elles ne le sont pas. Car la dynamique interne de ce système, c'est produire toujours plus. N'importe quoi, n'importe comment. Et non seulement produire toujours plus, n'importe quoi, n'importe comment, mais créer de la frustration, c'est-à-dire de l'envie de toujours plus. De s'accomplir dans le paraître, de s'accomplir dans la consommation, fût-elle totalement déraisonnable, absolument inutile, et parfois même grotesque, et d'autres fois dangereuse, comme le montre l'épidémie d'obésité qui frappe le monde. Dans des conditions qui sont écologiquement insoutenables. Mais ce n'est pas les seuls qui soient en panne de logiciel. Le logiciel de la social-démocratie. Je m'adresse là peut-être à mes plus jeunes camarades socialistes, ou plus exactement de tradition social-démocrate. Parce que socialiste et social-démocrate, ça n'a pas toujours voulu dire la même chose. Je ne parle pas des sociaux-libéraux, leur cas est désespéré. Je parle des sociaux-démocrates. Ceux qui ont réellement cru à la doctrine suivante. On va corriger l'inégalité, non pas par la méthode de la révolution, mais en répartissant de manière inégale les fruits de la croissance, de manière à corriger cette inégalité jusqu'au moment où on s'approchera le plus possible de l'égalité. Stratégiquement, c'est une erreur totale. Si vous n'empêchez pas ceux qui ont déjà accumulé d'exercer leur pouvoir, pourquoi croyez-vous qu'ils vont se laisser dépouiller et qu'ils laisseront un partage inégalitaire s'accomplir ensuite? Mais je laisse cette question stratégique de côté, elle a à voir avec la science politique. Mais je veux aller au fond, tout ça suppose un monde infini, ça suppose une croissance infinie, dans un monde qui ne l'est pas. Par conséquent, cette manière de concevoir l'avenir est minée de l'intérieur par une impossibilité dangereuse, celle de croire à un monde infini. Mais toute la gauche a été pétrie de cette idée, que c'était le développement des forces productives sans fin qui allait garantir le passage au monde dont nous rêvions, qui était un monde d'égalité. Pourquoi? Parce qu'il manquait. C'est-à-dire qu'on voulait vaincre l'ancienne malédiction de la nécessité. Quand il n'y a pas assez pour tous, alors il y a bataille pour ça, pour acquérir ce qui existe. Et certains s'approprient plus que d'autres. C'est la nécessité qui crée la bureaucratie. Quand l'État est arriéré, qu'il y a peu, alors évidemment, quel est le personnage le plus important? Celui qui répartit. Et il finit par se convaincre que c'est lui qui est le maître des choses. Vous voyez, mon procès s'étend à toutes les formes de philosophie politique connue jusque-là. L'écosocialisme, tiens, je vais vous le résumer. Il va vous montrer que ce n'est pas une couche de politique plus une autre. Une couche de république, une couche de socialisme, une couche de communisme, une couche d'écologie, et on recommence. Une sorte de millefeuille intellectuelle mal intégrée, qui fait qu'on distribue aux élections des programmes dans lesquels il y a le chapitre écologique, comme si ça pouvait être un chapitre alors que c'est la globalité, comme si l'écologie politique n'interpellait pas toutes les relations sociales, puisqu'en définitive, toutes sont impliquées par l'écosystème dans lequel elles se produisent, et que les décisions qui sont prises ont des conséquences. Par exemple, augmenter les salaires, c'est permettre de payer la nourriture au prix auquel elle doit être payée. Donc le paysan au prix auquel il doit être payé pour faire une production de qualité. Si bien qu'augmenter les salaires, c'est écologique. Diminuer les salaires et contenir la mort ou la révolte,
qu'est-ce que vous faites? Vous baissez le prix de la nourriture. C'est comme ça que le capitalisme en France a tourné, en faisant passer la dépense de consommation de 20 à 25% où elle était, à 10%. À votre avis, qui a payé la différence? Les gains de productivité? Oui, mais à quel prix? À quel prix écologique? Et à quel prix sur le long terme? Quelles sont les conséquences de l'ingestion de tous ces pesticides, record d'Europe de consommation des pesticides? Quelle va être la conséquence de tout ça? Ben, nous n'allons pas tarder à le découvrir. Hein. Tout ça n'a pas été calculé, c'est du calcul de court terme. Sur le moment, ça coûtait moins cher, donc les gens se tenaient tranquilles. Je vous montre que cet exemple pour vous montrer le rapport qu'il y a entre une bonne répartition sociale de la richesse, qui fait que, comme certains ne peuvent pas accumuler absolument sans limite, tandis que les autres font ce qu'ils peuvent pour survivre, si vous répartissez, et si vous mettez un plafond à l'accumulation, quelle horreur! Le voilà qui va faire Georges Marchais, comme ils disent les journalistes. Au-delà de 300 000, on prend tout. Ah, mais ben non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Ben parce que... On sait plus très bien pourquoi c'est pas possible. Quelqu'un un jour m'a dit, vous nous empêchez de rêver. Ah, vous rêvez d'argent, vous? On rêve de tout, on rêve d'amour, on rêve de toutes sortes de choses qu'on ne peut pas raconter d'ailleurs, toujours. Hein. Mais d'argent, jamais. Moi, en tout cas, j'ai jamais rêvé que quelqu'un me donnait un chèque et il donnait parce qu'il était en bois. Non, personne ne rêve d'argent. On ne rêve pas d'argent, on rêve d'un mode de vie. D'où vient le rêve du mode de vie? De votre cœur ou de votre culture? Qui fait votre culture? Qui est entré dans votre tête pour modifier vos goûts, vos espérances, vos aspirations? Qui est entré dans votre tête? Vos goûts! Le goût du pinard doit être le même dans le monde entier. Autrefois, vous coupez la main si vous mettiez des copeaux dans le vin. Et si vous mettiez du sucre, maintenant c'est légal, l'Union européenne le permet. Autrefois, pour faire du vin rosé, on prenait le raisin qui correspondait au vin rosé. Eh bien, il y a de cela 2 ans, les têtes d'œufs de la bureaucratie de l'Union européenne ont inventé que comme les cours du blanc étaient trop bas, les cours du rouge étaient trop bas, et que le cours du rosé était élevé, il fallait mélanger les deux. Oui, oui, ils ont inventé ça. Le vin rosé en mélangeant du vin rouge avec du vin blanc. Quand on a été leur expliquer que c'était pas possible, ils n'en savaient rien, eux ne boivent pas de vin. Bien sûr. Vous comprenez. Ce système est entré dans nos têtes, il est entré dans nos cœurs, comme tous les modes dominants entrent dans nos têtes et nos cœurs, et formatent nos goûts. Par conséquent, la bataille politique, elle est à la fois politique, mais elle est surtout culturelle, elle est d'abord culturelle. Je résume la doctrine de l'écosocialisme. Vous chercherez à quel moment vous n'êtes plus d'accord. Premièrement, il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. La Terre pourrait continuer à rouler dans l'espace infini, peuplé de cafards et de fourmis, ou de personnes, en attente d'une nouvelle pollution. Après tout, la vie, celle que nous connaissons, est le résultat d'une pollution. Les premiers organismes absorbés du gaz carbonique et recrachés de l'oxygène, jusqu'au point où ils ont fini par crever eux-mêmes, vu qu'il y a plus d'oxygène que de gaz carbonique. Je vous apprends quelque chose. Hein. Moi, ça m'a beaucoup impressionné quand j'ai vu ça. Les trilobites, nos bienfaiteurs, ont respiré tout le gaz carbonique. Deuxièmement, s'il n'y a qu'un seul écosystème, alors nous sommes tous semblables, puisque nous dépendons tous du même écosystème. Et si donc nous sommes tous semblables, ceux qui vérifient l'intuition de la grande révolution de 1789, parce que pendant des décennies, on nous a dit l'égalité c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas, il y a des petits, des grands, des gros, des hommes, des femmes, rien n'est égal, les êtres humains sont différents, non, mais ils sont tous semblables. Ils sont tous semblables, parce qu'ils dépendent tous du même écosystème. Donc le fondement de notre idéal est vérifié objectivement. Et donc s'ils sont tous semblables, alors il existe un intérêt général humain. S'il existe un intérêt général humain, ce n'est pas l'intérêt du capital, comme je l'ai répété bêtement dans ma jeunesse avec d'autres, en disant l'intérêt général c'est une construction idéologique, donc c'est une construction de l'idéologie dominante, donc il n'y en a pas. Il n'y a qu'un intérêt de classe. Erreur totale. Il y a un intérêt général humain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt de classe, mais que l'intérêt de classe doit prendre sa place dans l'intérêt général humain. Ou sinon, ce n'est pas, en tout cas pour le grand nombre, un intérêt qui vaut la peine d'être examiné davantage. S'il y a un intérêt général humain, alors nous devons en permanence définir, non pas ce qui est bon pour nous,
mais ce qui est bon pour tous. Et ainsi, vous voyez 3 choses qui viennent d'être vérifiées. 1, l'égalité des êtres humains. 2, l'intérêt général. 3, la République. L'intérêt général, il y a donc des biens communs. L'air, l'eau. Évidemment, pour vous, tout ça vous paraît évident. Mais si vous saviez, j'ai connu un monde où c'était même pas un sujet de conversation de savoir si l'eau était un bien commun ou pas. Mais maintenant, c'est votre tour d'apprendre que l'air est un bien commun. Parce que déjà, c'en est plus un. La preuve, il y a un marché du droit à polluer. Donc ça veut dire qu'on est autorisé à polluer, à condition de payer. Bien sûr, c'est un marché. Il est destiné, paraît-il, à rendre plus cher l'air pollué. Et donc, à faire baisser par cette méthode de l'intérêt particulier le prix de la pollution et la quantité de pollution. Il y a des biens communs. Et ceci vérifie l'intuition fondamentale du communisme. Nous ne pouvons pas nous en sortir les uns sans les autres face à cet écosystème. C'est l'intuition du socialisme. Nous devons décréter ce qui est bon pour tous. C'est le fondement de la République. La République, ce n'est pas seulement la méthode démocratique. La méthode démocratique, c'est seulement chacun dit ce qu'il pense bon. On ne dit pas ce qui est bon pour lui ou pour tout le monde, ce qu'il pense bon. Souvent, ça peut être pour lui. Il faut faire plus que de penser à ce qui est bon pour soi. Il faut penser à ce qui est bon pour tous. Ça, c'est la citoyenneté. Maintenant, me voici rendu, une fois décrit ces prémices, à l'idée que l'intérêt général ne pourra donc être défini qu'à la condition d'une discussion contradictoire. Autrement dit, je m'adresse, il y a peut-être bien quelques communistes ou quelques socialistes dans la salle, la liberté et la démocratie n'est pas une concession que nous faisons à nos adversaires de classe, provisoirement, avant que la raison incarnée par la classe ou le parti l'emporte sur le reste. C'est une nécessité de la définition de l'intérêt général. Et c'est une nécessité de la souveraineté du peuple. Si l'on veut être sûr que le peuple soit souverain, il faut qu'il puisse choisir. Peu importe entre quoi et quoi, mais qu'il puisse choisir. Et si possible, entre des choses contraires. Par conséquent, nous n'avons pas organisé le consensus, ce n'est pas le sujet de la démocratie. Nous avons organisé le débat, c'est-à-dire à mettre en scène le dissensus, le conflit, pour que le souverain puisse le régler. Et tout est conflit, dès lors qu'on le regarde du point de vue de l'addition des intérêts particuliers qui sont dans l'ordre des choses. Vous voyez comment l'écosocialisme bouleverse radicalement les fondamentaux de la grille de lecture traditionnelle, qui a été celle d'une certaine gauche, et j'ose le dire aussi, d'une certaine droite. Un acteur nouveau alors surgit, et c'est sur lui que je finirai, c'est le peuple. Ce peuple urbanisé, ces gens qui dépendent les uns des autres, c'est nouveau, et c'est pourquoi je disais le mot désigne mal. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ce peuple-là, celui des mégacités sans fin, où personne ne peut vivre en autonomie? Vous ne pouvez pas, dans votre coin, vous planter votre petit potager, faire votre petit wigwam avec votre petite popote, ce n'est pas possible. Vous dépendez de la puissante machinerie sociale, pour tout, y compris et d'abord, pour ce qui a été un fondamental des groupes humains, leur sécurité. Vous dépendez des autres. Ce peuple, donc, le mot ne désigne pas bien ce qu'il était autrefois. Le peuple qui s'est retiré sur l'Aventin en l'an 389 ou 494, avant notre ère. Le peuple se retire sur l'Aventin à Rome pour obliger les patriciens à céder. Et il se voit reconnaître pour la première fois de l'histoire le droit pour les tribuns du peuple, qu'ils élisaient, de mettre le droit de veto sur les décisions du Sénat. Moi j'ai fait les deux, donc j'ai une préparation dans les deux cas. Le peuple dont je parle, c'est pas le même. Et il a une communauté liée à sa condition sociale commune. Parce que dans l'ancienne analyse, c'était les classes sociales qui avaient cette communauté de situation. Les prolétaires à l'intérieur de l'usine, dans leur rapport de dominés par rapport aux dominants qui les exploitaient. Si bien que, déjà, quelques amis, peut-être un peu trop mécanistes, me disent « mais c'est la négation de l'existence du prolétariat et de son rôle, du salariat dans l'histoire. » Mais non! Ce salariat est là. Mais d'abord, on doit observer qu'il est mis dans une situation qui n'est pas celle des premières grandes concentrations qui lui permettaient d'être le lieu de la socialisation politique. C'est ça qui compte. Est-ce qu'il y a des marxistes dans cette salle?
Bon, je ne vous demande pas de lever la main, parce que ça va faire des histoires. Bon, il y en a. Le marxisme, c'est le matérialisme historique. Ce que je suis en train de faire, c'est l'application de la méthode matérialiste à l'histoire, l'histoire de mon temps. Hein, je le dis parce que ça me gonfle tellement d'entendre dire que les matérialistes s'intéressent au bien matériel. Non, ça c'est l'Église qui dit ça. Mais dans la philosophie politique, les matérialistes s'intéressent aux relations réelles. Voilà. Et non pas aux relations idéales. Mais dans Marx, il y a une phrase qui est terrible. Il dit « Ou le prolétariat sera révolutionnaire, ou il ne sera rien. » Ah bon? Ainsi, une relation culturelle, une relation subjective, a autant de force qu'une relation réelle, celle des relations sociales. Vous me comprenez? Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Nous avons d'un côté la multitude, ce sont ces milliers d'êtres humains que vous apercevez depuis la tour Montparnasse en bas qui s'agite, ou la tour Eiffel, ils vont, ils viennent, ils ont leur vie, des millions de vies différentes qui n'ont pas de rapport entre elles. Et cette multitude, à certains moments, pose un acte qu'il faut comprendre. Cet acte, c'est l'acte de souveraineté. Jusqu'à présent, la multitude a délégué ses pouvoirs à une machinerie énorme à laquelle il ne comprend pas toujours d'ailleurs comment elle fonctionne. Il va de temps à autre voter pour que des gens s'en occupent. Et puis les problèmes se multiplient, se répètent et rien n'est jamais réglé. Et alors, sur la base d'un événement fortuit, la multitude va poser l'acte politique numéro 1 et fondamental de toute communauté politique, la souveraineté. C'est-à-dire qu'elle va décider, je décide. Qui a le pouvoir? C'est nous, les gens. Vont dire ceux qui ne veulent pas d'un sens unique dans leur rue. Ceux qui... Bref. L'anthropologue Maurice Godelier dit que la première communauté politique humaine, ce n'est pas la famille. Contrairement à l'apparence. Ça a l'air d'aller contre le bon sens. Ce n'est pas la famille. La première communauté politique humaine, c'est celle qui décrète sa souveraineté sur ses membres et sur le territoire qu'elle occupe. La souveraineté va fonder la communauté. La communauté va fonder la communauté légale. Et sa capacité à absorber ceux qui ne sont pas membres au départ ou pas. La République française a la devise qui permet de rassembler tous les êtres humains dans une même communauté politique. Liberté, égalité, fraternité. C'est un pacte politique d'une nature très particulière qui n'a rien à voir avec ce que professent nos amis et nos voisins allemands qui ont écrit sur leur parlement « Dem Deutschen Volk ». Il faut être du folk. Et si vous n'êtes pas du folk, eh bien, vous n'en êtes pas. La définition ethnique de la nation n'a rien à voir avec la nôtre. Si je l'indique, ce n'est pas pour me moquer, ni pour créer des problèmes dans cette salle, mais pour montrer ce qu'est une relation politique à la différence des autres formes des relations entre les individus qui constituent une communauté. Le peuple, c'est la masse innombrable des gens qui tout d'un coup s'emparent d'un sujet. L'exemple très récent, en Tunisie, encore plus récent, les Brésiliens, qui vont dans la rue pour dire, écoutez, les Brésiliens, vous savez bien, ils dansent la samba, ils rigolent, ils fument des cigares, ils chantent, ils dansent, ils passent leur vie à ça, ils font le carnaval. Et là, tout d'un coup, stupeur, ils jouent au foot. Alors ça, le foot. Tout d'un coup, stupeur, que se passe-t-il? Nos braves Brésiliens avec leurs plumes, leur samba et le reste, que veulent-ils? Pas des stades de foot, des transports en commun qui les traitent dignement et leur permettent d'abréger leur temps de transport, c'est-à-dire leur permettre de récupérer la domination, leur souveraineté sur leur temps de vie. Je ne vais pas aller plus loin, ça fait déjà longtemps que je parle, et ceux qui sont là-haut n'en peuvent plus, parce que la chaleur monte, c'est un phénomène physique, bien connu de ceux qui ont l'habitude d'être en haut. Et des grands, peut-être que les grands ont plus chaud que ceux qui sont petits. Souveraineté, peuple. L'acteur, c'est le peuple. Cet acteur politique, il va se constituer en tant qu'acteur quand il passe de multitude à peuple. Il devient peuple quand il pose l'acte de souveraineté. C'est la raison pour laquelle le cœur de la stratégie révolutionnaire que je propose est la constituante. C'est-à-dire que la multitude est appelée à se saisir d'elle-même en tant que peuple et à dire qui elle est, quels sont ses droits, et quels droits elle reconnaît à chacun des composants de la population. Et nous, Français, ça nous permettra de faire deux choses. Notre actuelle constitution est une constitution qui a été faite par un groupe d'experts, qu'il a proposé au peuple français en 1958 pour résoudre la crise de la fin de la colonisation. C'est un groupe d'experts. La méthode compte autant que le résultat. Et le peuple français devait dire oui ou non. C'était la seule solution, avait-on pensé à l'époque, pour dominer l'infinie contradiction que s'apportaient les Français les uns aux autres sur la question de la colonisation, mais sur la question de l'organisation des pouvoirs publics.
Ensuite, la Constitution a été modifiée 22 fois. Donc 2 fois, je crois seulement, avec l'assentiment par référendum du peuple français. Dans la dernière période, nous en étions en moyenne à 1 rectification par an. Bonjour les institutions stables. Nous sommes arrivés à ce monstre. Le quinquennat qui donne tous les pouvoirs à un homme tout seul. Ou presque. Qui s'est emboîté comme machine à confisquer parfaitement avec le système autoritaire de l'Union européenne tel qu'il est construit aujourd'hui avec ses traités. Les deux se sont emboîtés parfaitement pour faire une immense machine à confisquer le pouvoir. Tant que cette machine règle les problèmes, ça va. Le jour où elle ne les règle plus, ça ne va plus. Et donc l'événement fortuit se produira inéluctablement. Par comparaison avec un tas de sable, vous versez un grain de sable, disons toutes les secondes. Au début, le tas de sable est à l'état sous-critique. Et puis au bout d'un certain nombre de grains de sable, il passe à l'état sur-critique. L'avalanche est certaine. On ne sait ni quand, ni de quelle ampleur. Imaginez n'importe quelle situation dans laquelle les éléments sont aussi corrélés que des grains dans un tas de sable. Et où ce qui tombe, c'est l'information. Alors vous pouvez imaginer ce qu'est une avalanche. Ça s'appelle l'événement fortuit et ça vous donne. Un type qui ne veut pas payer s'attaque sur les légumes qu'il vend en Tunisie et le système s'effondre en 3 semaines. Ça vous donne des gens qui ne veulent pas payer l'augmentation du ticket de bus à Caracas et ça vous donne une révolution où le pouvoir en place s'écroule en 3 jours. Les gens ne veulent pas qu'on confisque l'argent de leur caisse d'épargne. C'est seulement la classe moyenne. La plupart de la population n'a pas de livret de caisse d'épargne. C'est l'Argentine. Et le système s'effondre en 2 mois pendant lesquels il y a 4 présidents de la République. L'événement fortuit, l'état surcritique est atteint. Partout, et surtout dans l'Europe du Sud. La chaîne, immanquablement, va craquer quelque part. Italie, Grèce, Portugal, Espagne, où? On ne sait pas. Italie, France, on ne sait pas. Mais l'état surcritique est atteint. Et il va être plus que surcritique. Parce que toute l'Europe est entrée en récession, y compris l'Allemagne, du fait des politiques ineptes qui sont appliquées, qui ont consisté à partout éteindre un après l'autre tous les feux de la production. L'état surcritique est atteint. Alors vous avez 2 possibilités. Vous en remettre à la violence du moment, ou essayer de trouver une sortie par le haut. Moi, je propose une sortie par le haut. Convoquer une assemblée constituante, réviser les droits, dire qui est souverain. Maintenant, pour terminer, ça sera de la politique sans démonstration. Pour l'instant, tout ça est fait pour que les comptes restent en ordre. Si une banque s'effondre, elle peut entraîner toutes les autres. Il y a 10 banques systémiques dans le monde, dont 3 sont françaises. Et ces 3 françaises sont présentes dans des tas de pays. Elles ne doivent pas s'écrouler. Si elles s'écroulent, tout s'écroule. Il faut pour ça que la dette soit payée, qui constitue un fonds extrêmement important de leur bilan. La dette doit donc être payée. Mais la dette est impayable. Elle ne sera jamais payée. Rappelez-vous bien ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. La dette ne sera jamais payée, parce qu'elle est impayable. La masse de ce qu'elle représente signifierait que vous passeriez votre vie entière à travailler pour payer la dette, et que pour la payer, vous devrez réemprunter, et que pour réemprunter, vous serez à la merci des agences de notation du marché, blablabla, vous connaissez tout ça par cœur. La dette ne sera pas payée. Alors comment règle-t-on la dette? Il y a plusieurs hypothèses. Il y en a une qu'on élimine tout de suite. La dette sera payée, on l'enlève. Il vous en reste 3. Premièrement, l'inflation ou l'hyperinflation. Ça s'organise. Vous changez le statut de la Banque Centrale Européenne, vous faites racheter par la Banque Centrale Européenne tous les titres des dettes nationales et vous provoquez de l'inflation. Par ce seul fait. De combien l'inflation? J'ai posé la question à M. Sapir et à d'autres économistes. Tout le monde m'a répondu 7%. Vive l'inflation. Vive 7% d'inflation. Bon, ça réanimera la lutte de classe. Bon, on verra. Mais mieux vaut l'inflation que la mort lente et l'asphyxie. Vos parents ont connu l'inflation à 10 ou 12% et pourtant vous êtes là. Ça ne vous a pas empêché de grandir. Eux, ça leur a arrangé leur dette parce que ça a dévalorisé le stock de capital. Et puis il reste une autre possibilité, c'est la guerre. La guerre, c'est très bien aussi. Vous cassez tout. Donc vous dévalorisez le capital. Certains perdent tout et les autres gagnent. Et puis après, on reconstruit, ça fait de l'activité. C'est comme ça que le capitalisme a réglé ses crises. Et la dernière possibilité, c'est ce que moi j'appelle la révolution citoyenne. C'est-à-dire la reconquête du pouvoir. Non, le pouvoir n'est pas à la finance.
Non, le pouvoir n'est pas dans la banque. Le pouvoir est dans le peuple. Et il décide d'ajuster l'économie aux besoins humains. Écoutez bien ça. Si je décidais, une fois élu, de ne pas payer la dette, qui est mort? Pas vous. Eux. Eux, ceux qui avaient les titres de dette. Parce que le lendemain, vous vous lèverez. Le lendemain, vous occuperez de vos gosses. Le lendemain, vous aurez besoin de pain, vous aurez besoin de nourriture. L'économie redémarrera instantanément. Elle ne s'arrêtera pas, l'économie. Ah, elle sera bouleversée, ça sera la pagaille, ça c'est sûr. Bien sûr, j'ai pris une situation paroxystique, caricaturale, pour vous y faire réfléchir. Les morts, c'est seulement ceux à qui on donne l'argent. Donc, ils se tiendraient tranquilles, gentils, polis,